En conformité avec le programme que je viens de vous annoncer, je vais commencer par la présentation. En fait, le film en une image, comme je l'appelle, que je propose, que nous réalisions ensemble, s'appuie et s'inspire surtout d'un tableau qui s'appelle La Ronde de nuit et qui a été peint par Rembrandt entre 1639 et 1642. Il lui a quand même fallu 3 ans pour faire la chose. Nous, on va avoir une seule journée pour réaliser ce que nous souhaitons réaliser. Alors, il s'agit bien évidemment d'une peinture à l'huile, mais ça va mieux en le disant. Et la taille originale de cette peinture à l'huile depuis 1715, vous verrez pourquoi je vous précise la date, est de 3,63 m par 4,35 m, 37 précisément. Voilà, ce qui fait un panneau absolument énorme, en sachant qu'il a été recoupé. Donc avant, il était encore plus grand, il faisait à peu près 4 mètres par 5. Voilà. Donc cette œuvre-là se trouve précisément au Rijksmuseum à Amsterdam actuellement. C'est l'endroit où elle se trouve. Alors cette œuvre-là, qui est mal présentée et représentée par la photo, qui est une pauvre photo, parce que évidemment une telle œuvre ne se laisse pas photographier, et c'est tant mieux, parce que plus une peinture est résistante à la photo, meilleure elle est, généralement. C'est-à-dire que les œuvres qui se reproduisent bien, généralement, sont des œuvres qui ne sont pas très bonnes. C'est-à-dire que la peinture a aussi une vie propre et une matérialité qui fait qu'elle est difficile à photographier en tant qu'objet de reproduction. Mais cette peinture peut être, on va dire, analysée suivant, on va dire, 8 niveaux différents que je vais passer en revue rapidement. Alors d'abord, il s'agit d'un tableau factuel, tout simplement, un tableau d'histoire. Voilà. En second lieu, il s'agit d'une commande. Alors, le côté financier de la chose a un intérêt, et vous verrez pourquoi, parce qu'il va déterminer en fait une partie du destin de l'œuvre et du destin du peintre, de celui qui l'a fait également. Il y a dans cette peinture, à l'intérieur de cette peinture, un manuel technique militaire qui est incorporé en fait à la peinture. Il y a un manifeste pictural qui est celui de l'art baroque, qui vient en rupture au moment où cette œuvre est faite avec l'art classique qui était en vigueur jusqu'à l'époque, en tout cas à Amsterdam, c'est-à-dire que Rembrandt introduit une véritable rupture dans la façon de peindre, notamment les groupes, les tableaux de groupe comme celui-là. Donc ça, c'est une véritable rupture. On a une dimension dont je vais vous expliquer pourquoi elle est, si on peut dire, compréhensible comme cela, une dimension qui est celle de la satire sociale, puisque Rembrandt va représenter ces personnages d'une façon très particulière, en se moquant d'eux, entre guillemets, ce qui va d'ailleurs déclencher de leur part une grande colère, puisqu'ils vont estimer qu'ils ont été trompés par l'artiste. Enfin, on peut parler d'une œuvre symbolique, et là, ça va rejoindre les différents aspects qu'on aura vus préalablement, d'une œuvre qui est quasiment kabbalistique, c'est-à-dire qu'il y a une dimension qui a un symbolisme très particulier, un symbolisme, on va dire, d'essence religieuse, même si Rembrandt a, je dirais, une approche très personnelle en tant qu'artiste, mais il a néanmoins une forte imprégnation des courants religieux qui s'expriment à Amsterdam au XVIIe siècle, qui est l'endroit d'Europe où règne la liberté religieuse, contrairement à tout le reste de l'Europe. C'est-à-dire que on va dire, toutes les religions persécutées vont se retrouver à Amsterdam pour donner à cet endroit du monde, au XVIIe siècle en particulier, une effervescence intellectuelle tout à fait exceptionnelle, dont Rembrandt est l'un, d'une certaine façon, des fleurons au plan artistique. Et enfin, et ça c'est une dimension de son œuvre qui est tout à fait intéressante, c'est une œuvre très intime, très personnelle, puisqu'il se saisit de l'occasion qui lui est donnée de travailler par le biais de la commande, pour mettre en œuvre ce qu'il appelle son travail sur les invisibles. Et les invisibles, ce sont les personnes de sa famille qui ont disparu, et notamment les enfants qu'il a eus, puisque tous les enfants qu'il a eus sont décédés en bas âge, à l'exception d'un seul à l'époque, qui je crois va mourir néanmoins ensuite très jeune, qui est son fils Titus, mais il a eu 2 filles préalablement qui sont toutes décédées en bas âge,
À la fin de 1942, l'année même où il peint ce tableau, sa femme Saskia va décéder. Et à chaque fois, il a le souci de faire figurer dans ses œuvres ces personnes disparues, ce qu'il appelle ses invisibles, c'est lui-même qui le dit et qui l'écrit d'ailleurs, parce qu'il considère que quelqu'un qui décède ne disparaît pas, au sens où nous l'entendrions nous, mais devient simplement invisible. Et l'essentiel de son travail, en réalité, son véritable travail personnel, consiste à faire en sorte que ces invisibles demeurent visibles grâce à l'art, et de ce fait, il leur assure une certaine forme d'éternité. Donc ça, c'est une dimension qu'on va retrouver pratiquement dans toutes les œuvres de Rembrandt, et évidemment, dans cette œuvre-là, tout à fait précisément et particulièrement, il va créer un être double, une sorte d'être hybride, qui va être un invisible, et vous allez voir pourquoi il est invisible, qui manifeste la présence à la fois de l'une de ses filles qui s'appelle Cornelia et de sa mère qui elle-même est décédée, voilà, et qui se retrouve dans le tableau. Malgré ces différents niveaux de lecture, eh bien, la peinture de Rembrandt reste homogène, elle forme bien un tout. C'est-à-dire que quand on regarde cette œuvre-là, on n'a pas l'impression d'être confronté à un espèce de puzzle. Aujourd'hui, il existe des artistes qui travaillent de façon assez dissociée, et on voit une scène ici, une scène là. Non, là, il s'agit véritablement d'une seule scène, et pourtant, cette scène qui a l'air si simple pour le spectateur que nous sommes à contempler, c'est-à-dire que oui, c'est un groupe d'hommes qui arrivent, qui débarquent de quelque part ou qui vont quelque part, on verra où ils vont et d'où ils viennent, c'est facile à lire, on voit bien, c'est une troupe de gus qui arrive et puis qui se présente. Et néanmoins, malgré cette simplicité, l'œuvre forme bien un tout avec les différents niveaux de lecture que j'ai notés. Alors, on va commencer par le commencement et vous allez voir qu'on va aller de surprise en surprise, c'est-à-dire qu'évidemment, cette œuvre est connue comme s'appelant La Ronde de nuit, et il y a deux indications, n'est-ce pas, ronde et nuit. Bien évidemment, cette œuvre n'est pas une œuvre qui se passe la nuit, mais en plein jour, et elle ne doit son titre Ronde de nuit qu'au XIXe siècle. En fait, avant, elle portait un autre titre que je vous dirai ensuite. Simplement, le temps passant, le vernis étant altéré, elle a subi tout un tas de manipulations, de déménagements. En fait, elle s'est assombrie. Et au XIXe siècle, on en a, on peut dire un peu rapidement déduit que c'était une œuvre nocturne. En fait, il n'en est rien, c'est une œuvre qui se déroule à peu près dans l'après-midi. On vous parle de ronde, alors évidemment, quand on voit des militaires qui font une ronde, on imagine quelque chose qui est de l'ordre de la tactique policière, comme faire le tour d'un pâté de maison pour effectuer une action de surveillance. Et là encore, il ne s'agit pas d'une ronde, il s'agit du démarrage d'une sorte de parade festive. Donc la ronde de nuit, elle est très connue, mais elle est très mal nommée, puisque en fait, il s'agit du départ en promenade d'une troupe l'après-midi. Vous voyez qu'on est assez loin du compte quand on connaît un petit peu cette histoire-là. Alors, la façon de le voir le plus simplement, c'est quand on regarde le tableau, on va se rendre compte d'une chose. Si vous regardez l'ombre portée du pied, vous vous rendez bien compte que c'est une ombre portée qui, si vous dessinez le rayon oblique qui la projette, renvoie une source lumineuse très haut dans le ciel. C'est vraisemblablement le soleil. Pourquoi c'est le soleil? Parce que sur le tableau, personne ne porte de torche. Et que se promener la nuit dans une ville qui n'a pas d'éclairage public sans torche, évidemment, il n'y a pas d'ombre au sol et vous vous cassez la gueule. Donc, ça ne peut pas se passer la nuit, c'est aussi simple que ça. En plus, vous voyez bien qu'il y a une ombre portée ici, les rayons vont converger. Alors, vous allez me dire, il y a des zones très sombres, certes, notamment cette partie-là du tableau est très sombre. C'est que vraisemblablement, tout simplement, c'est une ombre portée d'un monument ou d'un mur ou d'un bâtiment à côté duquel il se trouve, aussi simplement que ça. Et comment on peut déduire ça? C'est tout simplement en regardant le drapeau. Le drapeau pend par son propre poids, il n'y a aucun souffle de vent, ça veut dire que le porteur du drapeau se trouve à l'abri, vraisemblablement, d'un bâtiment ou d'un mur. Sinon, évidemment, un souffle de vent viendrait soulever le drapeau, et là, non, il passe vraisemblablement à côté d'un mur, et
le vent est coupé, le drapeau tombe, et néanmoins, le soleil éclaire le devant de la scène. Le décor esquissé par Rembrandt, qui semble être une arche, c'est tout simplement la porte de sortie d'un immeuble comme on les faisait à l'époque. En réalité, ces gens-là, on va dire, sortent de chez eux. Voilà. Ils sortent de chez eux, ils s'ébranlent pour se mettre plus ou moins en ordre de marche. C'est un petit peu le geste que semble indiquer le personnage qui est le capitaine qui doit mener la troupe, pour dire, ben voilà, on y va, on va par là. Donc voilà pour ce qui est de l'aspect nocturne et de l'aspect ronde. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect factuel. Le véritable titre de l'œuvre, au départ, c'était un titre très descriptif et qui inscrit l'œuvre dans l'histoire la plus quotidienne. C'est tout simplement la compagnie, puisque c'était une compagnie, du capitaine Branningcock, c'est le personnage qui est en noir avec une écharpe rouge, et de son lieutenant Wilhelm von Ruitenburg, qui est lui le personnage en, on va dire, jaune clair sur ce type de reproduction. Et donc ces deux personnages font partie d'une milice, parce qu'à l'époque il y avait une tradition à l'intérieur de la ville d'Amsterdam, chaque quartier avait une milice. Là il s'agit de la milice du district numéro 2 d'Amsterdam, et cette milice tout simplement doit sortir d'un immeuble qui était l'immeuble qui rassemblait, qui permettait à toutes les milices de se rassembler et de festoyer ensemble. Donc voilà en réalité ce que ce tableau raconte de façon extrêmement factuelle. Alors le titre original, il y en a eu plusieurs. Il y en a un qui est attesté tout simplement parce que, malgré l'histoire que je vais vous raconter ensuite du mécontentement provoqué par la livraison que Rembrandt fait à ses commanditaires, néanmoins, comme ils ont payé le tableau très cher, ils ont fait faire des copies soigneusement par des aquarellistes, etc. Et il y a une aquarelle qui se trouve toujours dans la famille en fait, des descendants du commandant Branningcock, qui porte le titre suivant, n'est-ce pas? C'est de la salle peinte de la grande salle des arquebusiers de l'hôtel Dollen, dans laquelle le jeune Herr van Pommerland, c'est Branningcock, mais c'est le titre officiel qu'il portait, transmet ses commandements à son lieutenant Herr van Vlandienbergen, qui est en fait l'autre titre de Wilhelm von Ruitenburg, et c'était ça le véritable titre du tableau. Donc c'est en fait un titre assez classique, puisqu'il fait référence à la fonction de cette toile, qui va être placée dans une très grande salle, qui est la salle des banquets, du bâtiment que se sont fait construire les milices d'Amsterdam, salle des banquets qui va être décorée par un certain nombre de tableaux qui représentent une scène à peu près équivalente. Sauf qu'une scène est peinte par Rembrandt, c'est celle-ci, et d'autres scènes qui présentent les autres milices, celles du quartier 4, du quartier 5, 10 et tout ce que vous voudrez, sont peintes par d'autres artistes. Voilà. Et elle a une fonction, c'est tout simplement d'agrémenter, de décorer cette salle et de faire la preuve vis-à-vis des autres milices à quel point cette milice-là a les moyens de s'offrir un beau tableau. Donc ça, c'est le côté factuel. Et les commanditaires de ce tableau ne sont autres que les participants qui se trouvent représentés. En fait, le principe à l'époque était simple, chaque participant payait une somme, et s'il payait, il était représenté. S'il ne payait pas, il n'était pas représenté. Alors Rembrandt, qui n'était pas avare de son talent, a peuplé la scène de gens supplémentaires, mais qu'on ne voit pas, qui ne sont pas visibles, de façon à donner une certaine ampleur au tableau. Mais en réalité, les figures qui apparaissent, à l'exception d'une seule, qui est celle du tambour, qui est là pour la beauté du geste, ont tous payé. Il y a une autre exception, mais on l'étudiera plus en détail, c'est l'espèce de petite fille qui se promène de façon assez étonnante au milieu de tous ces gars qui vont aller parader dans leurs habits. Donc voilà pour le tableau factuel. Commande est passée, Rembrandt arrive avec son tableau, et alors là, les commanditaires, puisqu'il faut bien les appeler comme ça, on pourrait même les appeler ses clients, n'est-ce pas, sont absolument furieux, parce que Rembrandt livre une œuvre qui est en complet décalage avec ce qui se fait à son époque.
Ce qui se fait à l'époque, c'est de représenter évidemment les gens qui ont payé, ça c'est normal, mais on les représente généralement d'une façon classique et assez statique. Et surtout pas dans une scène de mouvement avec tout ce désordre. Non, c'est généralement un banquet où les gars sont sagement assis chacun sur leur siège. Franz Hals fait ça, Baker fait ça. Enfin, vous avez un grand nombre d'artistes qui respectent scrupuleusement la commande qui leur est passée. Et Rembrandt ne fait pas ça du tout. Rembrandt, il va introduire en fait une grande nouveauté. Il représente ses clients en mouvement, et dans un désordre indescriptible qui ne correspond pas du tout à l'idée que ces clients se font d'eux-mêmes. Parce que ces clients-là, ce n'est pas n'importe qui, et loin de là. Ce sont en fait les représentants de la haute bourgeoisie d'Amsterdam. Ce sont en réalité des gens qui sont tous très riches. Ce tableau, pour parler d'argent, il a coûté 1600 florins. Ça veut dire que chacun d'entre eux, on va le faire simplement, ils sont 18, ils ont à peu près payé 100 florins. Certains ont payé un petit peu plus cher, ils sont devant, certains ont payé un peu moins, ils sont derrière. Bon, voilà, ça se règle à peu près comme ça. Malheureusement, on n'invente rien, tout reste une question d'argent. Il n'empêche que 1600 florins représentent à l'époque l'équivalent de 8 années de travail d'un ouvrier d'Amsterdam. Ça représente beaucoup d'argent. Et quand ils constatent qu'avec tout cet argent, leur peintre favori a fait ça, ils ne sont pas contents du tout. Et alors il arrive même à un moment assez étonnant, c'est qu'ils ne sont tellement pas contents qu'ils hésitent entre deux choses. Soit ils vont lyncher le peintre, bon, ils hésitent quand même, finalement ce sont des bourgeois, ils restent encore dans les clous, on dirait aujourd'hui, ou ils vont détruire l'œuvre. Parce que là, vraiment, ils ne supportent pas d'être représentés aussi mal. Puis quand même, ils se disent, on y a mis 1600 florins. Et là, ils sont toujours des bourgeois. Ils se disent, aïette, puisque l'argent est dépensé, on ne va pas gâcher la marchandise. Et finalement, l'œuvre ne doit sa survie qu'à son propre prix. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Ils l'auraient payé moins cher, si ça se trouve, ils n'auraient pas eu de scrupules, ils y auraient fichu le feu, et on n'aurait jamais entendu parler de la ronde de nuit. Donc finalement, l'œuvre se survit à elle-même. Mais elle se survit à elle-même aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, comme satire sociale. Et alors là, pour nous, qui sommes des spectateurs du XXIe siècle, on a du mal à comprendre exactement en quoi c'est une satire sociale. Et je vais vous dire en quoi c'est une satire sociale. C'est d'abord la haute bourgeoisie qui n'a pas véritablement participé à la guerre qui vient de s'achever. La Hollande, pour se libérer du joug espagnol, a quand même connu une période de guerre de 80 ans. Et il y a une forte tradition du, on va dire, soldat citoyen en Hollande, et notamment à Amsterdam. Évidemment, les bourgeois n'ont pas été les premiers à se précipiter pour défendre Amsterdam, mais ne sont pas mécontents maintenant que la paix est revenue de faire semblant d'en avoir été. Donc, ils sortent un peu l'argent et ils achètent, si on peut dire, leur place dans la milice. Et donc après, ils peuvent dire, ben voilà, moi aussi, j'ai fait partie de la bande. Et alors, Rembrandt, dont on peut estimer qu'il a un sentiment réservé vis-à-vis de ça, se dit, ok, on le fait comme ça, alors moi je vais le faire autrement, et je vais vous représenter comme vous êtes, c'est-à-dire, au niveau militaire s'entend, des amateurs. Et vous, comme moi, on n'a pas un sentiment de voir des amateurs. Or, quand on commence à regarder le tableau de près, on se rend compte que oui. C'est-à-dire aucun des personnages représentés n'est un vrai spécialiste. Alors ça va commencer de la façon suivante, en étudiant le niveau dont je vous parlais tout à l'heure, qui était celui d'un manuel militaire. La troupe représentée, en fait, ce sont des clovenirs. Les clovenirs, ce sont, en bon hollandais, des arquebusiers. Le cloven étant le nom hollandais de l'arquebuse. En bon arquebusier, ils ont donc l'usage de l'arquebuse. C'est je dirais, enfoncer une porte ouverte, que dire ça. Et utiliser une arquebuse, ça signifie savoir faire au moins 3 choses. Ça veut dire être capable de charger son arme, de s'en servir, c'est-à-dire de tirer, et en troisième lieu, de prendre les dispositions pour être à même de la recharger. C'est un manuel d'utilisation comme vous auriez dans une boîte de magnétoscope, n'est-ce pas? Comment je fais pour mettre la cassette, la retirer, la lire, etc. Et donc Rembrandt représente les 3 phases
de cette opération avec ici quelqu'un qui tient un fusil et qui le recharge. Alors évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de percuteur, de culasse, etc. Un fusil se chargeait par le haut. Donc on voit le geste, il tient son fusil et il enfonce en fait une espèce de... Voilà, il y a de la poudre, il y a la balle, tout ça c'est dans une espèce de papier plus ou moins huilé. Enfin bon, voilà, il fait ça. Sauf qu'il le fait dans des conditions qui sont strictement prohibées par le véritable manuel d'usage de l'arquebuse. Il le fait en marchant. Or, à l'époque, les armes étaient d'une très grande instabilité. Et ça risquait de lui péter à la figure, tout simplement. Et donc, le fait de représenter la personne en train de charger son arme en marchant, ça veut simplement dire qu'il n'y connaît rien. Première critique. Évidemment, quand le gars se voit en train de faire ça, représenté sur le tableau, il n'est pas très content. Premier motif de mécontentement. Deuxième acte, c'est celui de tirer. Alors là, il y a un personnage qu'on ne voit pas très bien, il est jambes fléchies, il a un casque, et puis on voit son fusil qui dépasse, comme ça, entre les deux officiers, avec une espèce de petit panache de fumée qui sort. Alors lui, il tire. On pourrait se dire, bah voilà, il tire. Sauf qu'il fait la chose dans un désordre épouvantable. Parce qu'à l'époque, quand on tirait, c'était des armes qui étaient assez imprévisibles. Quand on les chargeait, elles risquaient déjà d'exploser. Mais alors quand on tirait, il fallait que tout le monde s'écarte, il fallait qu'il y ait des distances de sécurité. Et là, il fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il tire au milieu de tout le monde, il tire derrière le dos de ses officiers, ce qui ne se fait pas, et il est carrément à contre-marche. C'est-à-dire que tout le monde va dans ce sens-là et lui va dans l'autre sens. Pour un tireur, inutile de dire que c'est totalement contre-indiqué. Deuxième critique, deuxième motif de mécontentement. Quant au troisième, alors il fait une chose à peu près acceptable. Il fait, alors ça c'est un geste technique qui a complètement disparu avec les armes modernes, il souffle sur son arme pour la refroidir. N'est-ce pas? On se croirait dans un sketch de Fernand Reynaud. Combien prend de temps pour le fût du canon? Quel est le temps de refroidissement? Un certain temps, répond l'humoriste au bout d'un quart d'heure de sketch. Et lui, il est dans cette position-là, sauf que là encore, il le fait dans des conditions qui ne sont pas tout à fait recevables. Autre critique. Donc là, on commence à se dire que Rembrandt, il s'est montré très critique vis-à-vis de ses clients. Ensuite de quoi, quand on commence à... On a été alerté en fait par ces gestes techniques un petit peu erratiques, on commence à regarder plus en détail. Et là, on se rend compte que le porte-drapeau, qui a l'air assez content de lui d'ailleurs, il a la moustache au vent, il regarde un petit peu au loin, sauf qu'on voit bien que c'est un porte-drapeau d'opérette parce qu'un porte-drapeau qui connaît son affaire n'a pas besoin de regarder comme il est en train de le faire le bout de son drapeau. Parce que quand on est en train de se promener, on sort de chez Ikea, on a acheté des planches pour se faire une belle étagère, évidemment son angoisse majeure c'est de ne pas éborgner le voisin. Donc on est toujours en train de regarder le bout de sa planche pour voir où elle va. Ça veut dire que vous n'êtes pas habitué. Un gars sur un chantier, il sait, il connaît l'encombrement de la planche, il se promène avec ça avec une grande dextérité. Lui, c'est un professionnel, vous ne l'êtes pas quand vous sortez de chez Ikea. Ben, lui, quand il sort avec son drapeau, on sent qu'il y a une espèce un petit peu d'inquiétude. Là encore, critique, mécontentement. Puis alors, ça ne cesse, en fait, et ça ne cesse à un point tel que là, vous avez deux personnages ici, alors là, qui sont carrément ridiculisés. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ça ne paraît pas à l'œil nu. Quand on voit le tableau, on se dit, oh, en quoi ils sont ridicules? Eh bien, là, vous avez un casque qui est le casque, on va dire, réglementaire, c'est comme ça qu'on dirait dans une armée moderne, qui est le morion, qui est le casque issu en fait, du XVIe siècle et qui sera porté pendant tout le XVIIe siècle, qui est un casque qu'on pourrait appeler à l'espagnol, qu'on voit reproduit par exemple dans à peu près tous les films qui parlent du débarquement des Espagnols dans le Nouveau Monde. Vous voyez, casque. Et eux, ils ont deux casques qui n'ont strictement rien à voir, qui sont des casques antiques en fait. Et ces casques antiques, ça veut dire que là encore, ce sont des militaires d'opérette. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'équipement normal. Ils ont ramassé un truc chez leur grand-mère ou dans un vide-grenier, ils se sont mis sur la tête et ils sortent et ils jouent en fait aux soldats. Donc alors là, je dirais, le comble était atteint, n'est-ce pas, pour les clients de Rembrandt, qu'on dit mais c'est insupportable, on refuse d'être représenté de la sorte. Voilà pour la critique sociale qui était en fait assez forte, puisque Rembrandt leur renvoyait en fait une image de ce qu'il ne voulait pas être.
C'est-à-dire qu'ils se rêvaient en militaires formidables, et en fait, ils apparaissent comme une troupe d'amateurs, fort sympathiques, mais néanmoins comme d'amateurs. Et alors, le mouvement qui anime la troupe, évidemment, on se rend compte qu'il est assez désordonné. Et quand on observe les personnages un par un, on se rend compte qu'aucun n'est véritablement concentré sur ce qu'il fait. Et si vous regardez les visages un par un, alors vous avez le patron, si on peut dire, le capitaine, qui dit avec un geste un peu mou, « Bon, bah, allez, les gars, on y va. » Bon, mais c'est une invitation, c'est pas un geste, voilà, c'est pas un ordre net. Vous avez son lieutenant, très sympathique au demeurant, qui l'écoute, mais on a l'impression qu'il est carrément ailleurs. Quant aux autres, ils font leur petite vie, chacun dans leur coin. Lui regarde dans un sens, celui-là regarde dans un autre, l'autre regarde le drapeau là, les autres ont le regard attiré par on ne sait pas quoi là, le tambourinaire est en train de nous fixer, celui-là est en train de faire des commentaires qu'on imagine plus ou moins acides, quant au troisième, il parle à son voisin, enfin, en gros, c'est un capharnaüm. Ce capharnaüm est augmenté par le fait que vous avez des lances dans tous les sens, etc. Je ne vous fais pas un dessin, la satisfaction des clients était tout à fait limitée. Mais c'est extrêmement intéressant parce qu'il nous livre, et c'est là où Rembrandt est très fort, il nous livre en fait une sorte de photographie incroyable de la société de son époque, qui est beaucoup plus intéressante que quand on regarde les tableaux classiques au même moment, où de manière très conventionnelle, vous voyez des bourgeois bien habillés en train de boire des coups le long d'une table. C'est en fait la différence entre une vraie photo et une photo Facebook. Les autres faisaient des photos Facebook où en boîte de nuit on se photographie les uns les autres, on est super contents, mais en réalité ça ne dit rien de l'époque. Et lui nous livre un véritable document historique, contrairement à ce que pensent à ce moment-là ses commanditaires. Alors je vous ai parlé de la commande onéreuse, j'ai bien précisé qu'il s'agissait d'une peinture baroque, et elle est baroque tout simplement parce qu'elle est en mouvement, ce qui ne se faisait absolument pas, que comme par hasard, Rembrandt a un souci très modéré de l'environnement, c'est-à-dire qu'en fait c'est une galerie de portraits, mais vous n'avez pas un bâtiment impeccablement dessiné, des dalles qui sont peintes sur le sol, comme on peut le voir sur un grand nombre de peintures hollandaises ou flamandes. Tout ça, en fait, la vérité, c'est que Rembrandt, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est dégager une ambiance. Et il le fait formidablement, et il rend ses personnages incroyablement vivants, peut-être trop vivants. Il les rend vivants, en tout cas pour l'éternité, alors que si vous observez les peintures de la même époque, dont j'ai une liste assez copieuse, puisqu'il avait des tas de concurrents, à commencer par un dénommé Baker, lequel Baker avait fait un portrait de groupe à peu près équivalent pour cette même salle des banquets de Clovenir Dolan, eh bien là vous avez des gars qui sont totalement figés dans le marbre. C'est un effet tout à fait différent. Alors, je vous ai parlé d'un aspect symbolique également, et cet aspect symbolique, il est assez fort parce qu'il se manifeste, et il manifeste quelque chose qui est un double mouvement. Et ce double mouvement, il s'appuie sur le mouvement de la troupe, et il s'appuie sur le passage de l'ombre à la lumière. Et alors, symboliquement, le passage de l'ombre à la lumière, c'est généralement le passage de l'obscurité de l'ignorance à la lumière de l'initiation. C'est-à-dire que dans pratiquement toutes les religions, quelles qu'elles soient, quand vous n'en faites pas partie, vous êtes considéré comme à peu près ignorant de tout, vous rentrez dans un phénomène d'initiation, alors ça peut être la Brit Mila, le baptême, etc. Et vous êtes maintenant membre d'une communauté dont vous allez, je dirais, faire partie et bénéficier en fait de la lumière dont cette communauté bénéficie et qu'elle vous apportera. Et là, de la même façon, en fait, cette bande d'hommes sort de l'ombre et rentre dans la lumière. Et ce premier mouvement s'accompagne, en fait, d'un mouvement physique qui fait qu'on passe de l'immobilité de la société ancienne je dirais, au mouvement de la société contemporaine. Et en fait, le mouvement dont il s'agit, c'est le mouvement des idées,
qui animait Amsterdam à ce moment-là, qui était extrêmement intéressant, important, puisque à ce moment-là, vous avez par exemple Bohm qui va produire ce qu'on appelle Opéra Magno, qui sont les bases de la théosophie. Vous avez un grand philosophe juif qui s'appelle Spinoza, il se trouve à Amsterdam à ce moment-là, et il va jeter les bases de quelque chose d'assez nouveau par rapport au judaïsme rabbinique traditionnel, ce qui lui vaudra d'ailleurs, comme à Rembrandt, des ennuis, et qui maintenant est un des fondamentaux de la philosophie juive. Et à la suite de cela, eh bien, Rembrandt, qui est imprégné en fait par tous ces courants de pensée, va le traduire en images pour nous de cette façon-là. Voilà. C'est une sorte de double passage. Alors évidemment, le mécontentement dont j'ai parlé, lié au fait qu'il livre une peinture baroque au lieu d'une peinture classique, d'une peinture en mouvement au lieu d'une peinture figée, va se traduire par, puisque les bourgeois en question n'ont ni le courage de détruire l'œuvre, ni celui de le lyncher, par une haine tenace qui va ruiner en fait Rembrandt. Et Rembrandt va faire faillite à la suite de la production de ce tableau. Et les bourgeois en question vont faire en sorte que pendant 14 ans, il n'ait aucune commande publique. C'est autant dire qu'ils l'ont mis sur le sable, tout simplement. Voilà ce qui est arrivé à Rembrandt à la suite de cela. Alors il y a beaucoup de personnes, je ne suis pas la première, à m'intéresser à ce tableau, vous imaginez bien, ça fait 372 ans que ce tableau, je dirais, émoustille tout le monde et interroge tout le monde, parce que c'est un tableau à la fois célèbre, mais aussi très énigmatique. Et parmi les énigmes que l'on trouve dans ce tableau, il y a un personnage dont je ne vous ai pas encore parlé, et qui est celui-ci. De façon tout à fait étonnante, il y a une petite fille qui se promène au milieu de tous ces gars. Et c'est une petite fille, en plus, qui a une drôle de tête, qui a une tête de femme, et même de femme un peu âgée. Et c'est une petite fille auquel aucun des autres participants ne semble faire attention. Elle voit ce qui se passe, puisqu'elle regarde le tireur, dont elle semble d'ailleurs craindre un petit peu le débordement, mais pourtant il y a plein de personnes qui ne sont pas concentrées sur une action, puisque chacun pense à peu près à ce qui lui passe par la tête, et pourtant, dans tous ces hommes présents, personne ne voit cette petite fille. Et en fait, Rembrandt nous introduit là à une relation tout à fait particulière entre lui et nous. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, Rembrandt avait cette conscience-là d'établir une relation au travers le temps avec les spectateurs de ces tableaux. Et ce qui nous montre à nous, et pas à ces commanditaires qui se demandaient bien ce que fichait là cette petite fille, qui elle n'a pas payé du tout d'ailleurs, eh bien, il nous montre l'un de ces invisibles. Et cet invisible-là, il y en a deux, il y en a une qu'on voit à peine, c'est sa deuxième fille, c'est juste la petite trace bleue qu'on voit derrière, mais en réalité, il y en a une qu'on voit mieux, enfin qu'on croit voir mieux, c'est sa fille Cornelia. Et sa fille Cornelia, elle a une drôle de tête, elle a une tête de vieille femme, tout simplement parce que c'est le visage de la mère de Rembrandt. Et comme Rembrandt était un astucieux personnage, il avait tout un stock de dessins. Et quand il faisait un tableau, sans rien dire à personne, hop, il ressortait ses stocks de dessins. Et il y a des grands spécialistes du dessin de Rembrandt, qui a été un formidable dessinateur et un formidable graveur, qui ont repéré d'ailleurs des morceaux de choses qu'il a réutilisées. Il ne s'embêtait pas, il n'a pas attendu Dada pour inventer le collage, il se débrouillait très bien lui-même. Et donc la main de ce gars-là, on sait qu'elle existe, elle appartient à quelqu'un d'autre, par exemple. Mais il en a eu besoin, et hop, il avait un talent, évidemment, de peintre, est-ce besoin de le dire, tel qu'il pouvait après reprendre un dessin qu'il avait fait 2 ans avant, il avait besoin d'une main, hop, il sortait la main. Eh bien, là, de la même façon, cet invisible-là, qui nous est visible à nous, eh bien, il est un invisible hybride, c'est à la fois et sa mère et sa fille. Et c'est là où on rejoint en fait son souci, qui est celui du symbolisme, c'est qu'en même temps, elle est visible-invisible, invisible pour les hommes de son temps, visible pour les hommes du futur et les femmes du futur que nous sommes, et en plus, elle est l'âme du tableau parce qu'elle en est le résumé. Alors comment il arrive à ça? C'est parce que cette petite fille, elle porte des choses un peu bizarroïdes. Je ne pas vraiment élevé de petite fille, mais il ne me semble pas que ce soit habituel de se promener avec un poulet plumé à la ceinture. C'est quelque chose qu'on ne pratique pas et qu'on pratiquait peu. Eh bien elle, oui, elle a un poulet plumé. Puis à la main, on va se rendre compte qu'elle tient une espèce de corne, et après elle a une bourse qui lui arrive pratiquement sur les chevilles. En fait,
à elle seule, elle résume le tableau. Tout simplement parce que la corne, c'est un symbole à la fois de virilité, et ce ne sont que des hommes. La corne dont elle tient, c'est la corne de cérémonie de cette compagnie. Le poulet, c'est le symbole des arquebusiers. Voilà. Et la bourse, c'est évidemment le symbole du fait que le tableau est de commande. Donc sur un seul petit personnage qu'il nous a réservé, qu'il a réservé à ses spectateurs, il nous raconte une deuxième fois l'histoire du tableau qui est devant nous. Voilà ce qu'il fait. Donc évidemment, c'est un petit peu... Alors, les critiques qui ont été très longtemps perplexes ont essayé de trouver des explications à peu près recevables. Alors, ils nous disent, oui, la petite fille, c'était une cantinière. Quand vous voyez le format de la fillette, vous imaginez maintenant qu'elle a dans les mains 18 litres, parce qu'à l'époque, la bière se buvait en litres au minimum, ou en demi-litres, ça c'était le grand minimum, avec ne serait-ce que 18 chopes de bière à la main, c'est absolument invraisemblable. Elle n'a pas le gabarit. D'autant que des cantinières représentées par d'autres peintres, ça existe, et généralement, c'est plutôt des femmes d'un gabarit tout à fait différent, en tout cas pas des enfants. La cantinière, niette. On dit, bon, ok, la cantinière, ça ne marche pas. Alors c'est peut-être leur égérie. Et là, deuxième problème, quand vous regardez, tous ces gens-là sont luxueusement habillés. Et sans, je dirais, tirer de plan sur la comète, ça serait étonnant que l'idéal féminin de ces hommes soit cette petite fille qui est finalement pas très jolie. C'est peu vraisemblable. Donc les explications de type rationnel ne fonctionnent pas. C'est une explication d'un autre type, d'autant qu'en plus, pour une égérie, elle n'est pas devant, personne ne la regarde, personne ne s'occupe d'elle, et elle fait sa petite vie dans un coin, et juste il y a un rayon de lumière qui tombe dessus. Je pense que ça ne marche pas très bien comme explication. Donc voilà le côté symbolique. Et alors, si on veut aller encore un petit peu plus loin, il se trouve que Rembrandt a peint énormément des rabbins et pour des rabbins. Et que, ce faisant, il a été mis au contact, en fait, d'une philosophie, en tout cas d'une forme, on ne peut pas parler de philosophie, mais plutôt une forme spécifique de mysticisme qui s'appelle la Kabbale, ce qui en hébreu veut dire la tradition. Et la tradition, en fait, présente un certain nombre de caractéristiques qu'on essaye d'associer, ce que les poètes symboliques feront beaucoup plus tard, les noms, par exemple, de Dieu, aux couleurs, aux qualités humaines, aux sons, etc. C'est, on va dire, globalement, une sorte de théorie des correspondances. Et cette théorie des correspondances, Rembrandt va l'appliquer d'une façon très discrète au niveau, en fait, des couleurs qu'il utilise. Voilà. Et il va mettre, en fait, un certain nombre de correspondances avec la force et avec ce qu'on appelle dans la Kabbale une séphira, ou pluriel séphiroth, qui correspondent par exemple à la force, etc. Et donc on va retrouver un autre niveau symbolique, mais on va s'arrêter là, parce que là c'est un autre sujet. Mais il faut néanmoins que je vous signale deux choses. Ce tableau a suscité l'écriture de tout un tas de livres, a suscité la production au moins d'une séquence de films qui est restée très célèbre en 1980. C'est Jean-Luc Godard qui, dans un film qui s'appelle Passion, a à un moment donné du film reconstitué ce tableau. Voilà, donc, il l'a fait, mais dans un contexte tout à fait moderne. Et ce n'est pas le seul tableau qu'il a reconstitué, parce qu'il a reconstitué aussi le bain turc d'Ingres, etc. Mais c'est très surprenant, si vous avez l'occasion de voir ce film, je vous le conseille. Mais il y a surtout un autre cinéaste qui, en 2006, a consacré un film entier à La Ronde de nuit. Le film d'ailleurs s'appelle La Ronde de nuit, et c'est Peter Greenaway. Alors Peter Greenaway, qui est un grand cinéaste, a fait un très beau film, mais en tordant un petit peu la réalité, parce qu'il a voulu, et ça c'est, je dirais, pour la beauté, si on peut dire, dramaturgique du film, en faire un film policier. Et donc il a voulu montrer que dans ce tableau, Rembrandt avait introduit les éléments d'une énigme policière, en partant du fait que le seul personnage non représenté, c'est-à-dire le tireur, aurait été tué, justement, et donc il construit tout
toute son interprétation là-dessus. Un film magnifique, parce qu'il permet de remettre en scène en fait la vie de Rembrandt. Mais je vous le dis, l'hypothèse de Greenaway est totalement fictive. Elle ne correspond absolument à rien, si ce n'est au plaisir évidemment de suivre ce film magnifique et de bénéficier de la reconstitution et des décors qu'il a fait. Alors, en 2009, il va se passer quelque chose d'assez intéressant que je vous signale, c'est qu'il y a un archiviste d'Amsterdam qui s'appelle Sébastien Dudok van Hill, qui après 30 ans d'épluchage méticuleux de toutes les archives de la ville d'Amsterdam, va reconstituer l'intégralité des noms et carrières des personnages qui ont été présentés. C'est assez merveilleux parce que de cette espèce de néant de l'histoire va jaillir en fait des personnes dont on connaît les noms, etc. Et on va se rendre compte qu'en fait, ils ont tous des relations de famille entre eux. Voilà. Donc c'est véritablement un morceau de l'histoire de la bourgeoisie d'Amsterdam qui nous est offert à la contemplation et en tout cas à la compréhension. Voilà, je pense que là j'ai fait un tour, je ne sais pas s'il vous satisfait, mais qui présente succinctement le tableau. Et maintenant, ce que je me propose de faire, c'est d'étudier avec vous tous les personnages, de les passer en revue, et ensuite de vous dire quelles sont les actions qui les relient les uns aux autres. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit concernant ça. Je vous épargne toutes les références que je tiens à votre disposition si cela vous intéresse, parce que le nombre de gens qui ont écrit sur ce tableau est absolument incroyable. Tout le monde a voulu essayer de détecter le pourquoi du comment. Moi, j'ai mon explication par rapport à ça. Je pense que véritablement Rembrandt est un grand peintre symbolique et que c'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de cette œuvre-là. Et c'est une façon de rejoindre en fait un jugement qui a été émis par deux personnes, deux grands intellectuels. L'un s'appelle Jean Piaget, il était cogniticien, et l'autre s'appelait Claude Lévi-Strauss, et il était anthropologue. Et il explique que la culture, généralement, ce sont des emboîtements de systèmes symboliques. C'est exactement ce à quoi se livre Rembrandt devant nous. C'est-à-dire que les niveaux dont je vous ai parlé, il n'y en a aucun qui s'exclut de l'autre, ils se complètent, et ils s'emboîtent, et ils se chevillent. C'est-à-dire que la critique sociale touche le manuel militaire, mais le manuel militaire rejaillit sur l'histoire, et l'histoire, etc. Il n'y a pas d'exclusive, il n'y a pas une explication. Là, je vous ai livré quelques pistes, il y en a certainement d'autres. Voilà, c'était pour dire ça. Et que quand on a conscience qu'un fait de culture, c'est un emboîtement en fait, de niveaux symboliques, on est beaucoup plus à l'aise pour admettre qu'il puisse exister une explication, mais aussi une autre, et encore une autre. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en la matière une vérité. Je ne suis pas complètement fou et je ne pense pas avoir découvert la vérité ultime concernant ce tableau. Mais simplement, j'ai essayé de balayer de façon assez large ces choses-là. Avant d'en venir là, parce que je crois que c'est important, je vais juste évoquer, et vous allez voir que les niveaux symboliques, si on peut dire ce télescope, c'est deux ou trois choses qui ont à voir avec le symbolisme. Et justement avec le fait que vous remarquerez que par un effet heureux du hasard, le volatile qui est pendu à la ceinture de la fillette, on ne voit pas sa tête. Alors on pourrait se dire que c'est juste parce que le fusil est devant, bien sûr, mais comme ce n'est pas une photo, c'est justement le peintre qui l'a mis devant. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'il ne voulait pas qu'on voit la tête du volatile. Pourquoi il ne voulait pas qu'on voit la tête du volatile? Parce que dans ce cas-là, c'est soit une poule, soit un coq. Si c'est un coq, ça a un sens très précis, parce que le coq, c'est un symbole globalement de virilité, de bravoure au combat. La France a pour emblème un coq, enfin, etc. Vivant, hein, de préférence, et plutôt vigoureux. Le coq gaulois est dressé sur ses ergots. Bon, là, il est mort, mais ça pourrait être un coq. Mais c'est aussi une poule. Ça pourrait être une poule, on ne voit pas sa tête. Or là, on a là une poule suivie par ses poussins. C'est un peu plus ironique, n'est-ce pas? Parce que vous avez soit la version coq, je vous rappelle au passage qu'il s'appelle Banning Cock, et qu'il est francophone. Donc il sait très bien ce que ça veut dire. Donc soit c'est un coq qui mène sa troupe au combat, soit c'est une poule qui rameute ses poussins. C'est assez ambigu.
Alors de la même façon, la partie la plus visible de ce coq, c'est la serre. Et la serre, c'était justement le symbole des arquebusiers. Voilà. Or, au lieu d'avoir une serre, comme on voit sur le drapeau des États-Unis, par exemple, un aigle comme ça, avec des serres qui sont prêtes à saisir leur proie, là, on a une serre qui est quand même un petit peu molle. Donc là encore, il y a une ambiguïté là-dessus. Et enfin, vous avez le symbolisme qui est lié à celui de la corne. Alors vous avez évidemment la corne, n'est-ce pas, en italien on dit corno, quand on parle du pénis, c'est un symbole phallique, mais vous avez aussi la corne d'abondance. Et là encore, il y a une ambiguïté, parce que cette corne, c'est soit un symbole phallique qui concerne tous ces hommes jeunes, beaux et séduisants, mais c'est aussi la corne d'abondance qui fait qu'ils appartiennent à une bourgeoisie qui n'a aucun, je dirais, souci à se faire dans la vie, en sachant de mémoire que c'est Banningcock, donc l'officier, qui a épousé ni plus ni moins que l'héritière de la Compagnie des Indes orientales, qui fait de lui un homme richissime. C'est à peu près comme quelqu'un qui aujourd'hui épouserait, je ne sais pas, l'héritière des magasins Carrefour. C'est à peu près du même niveau. Le gars, alors je vais vous le faire simple, dans un langage un peu moins châtié que jusqu'à présent. En gros, c'est une bande de bras cassés qui ne foutent rien, qui sont pétés de thunes et qui s'amusent toute la semaine. Et ça donne ça. Vous comprendrez maintenant que quand Rembrandt renvoie à des gens qui globalement se prennent au sérieux, sont très riches et sont très bourgeois une telle image, eh bien, il ne soit pas très content. Quand je dis ça, on pourrait dire que je suis mauvaise langue. Ce n'est pas tout à fait vrai, et je vais vous dire pourquoi. Parce que, vous voyez, ils sortent de leur salle de banquet, là. Et ils en avaient géré une telle consommation des banquets qu'il a fallu que la ville d'Amsterdam prenne un arrêté municipal pour expliquer aux compagnies d'arquebusiers et autres compagnies militaires des districts d'Amsterdam qu'il ne fallait pas que la fête dure toute la semaine, mais seulement 3 à 4 jours par semaine. C'est vous donner une espèce d'ampleur. En fait, vous savez que New York, ça s'appelait au début la Nouvelle Amsterdam. En fait, Amsterdam au XVIIe siècle, c'était le New York d'aujourd'hui. C'était à la fois la ville de tous les vices, de toutes les vertus et de toutes les aventures intellectuelles. Et c'est un petit peu ce que nous renvoie Rembrandt. Voilà, je crois que j'en aurai à peu près fini avec tous ces aspects, on va dire, de présentation de l'œuvre. Donc, je vous propose maintenant que nous regardions un tout petit peu plus précisément les personnages qui sont au nombre de 21. Et alors, pour nous aider à nous faire une idée plus précise, voilà la même image avec des numéros. Vous allez voir qu'ils sont là, pas tout à fait pour rien. Alors, vous avez un numéro 1, qui est un homme d'armes ici, qui tient une lance, et qui, si vous le regardez bien, il regarde dans ce sens-là. En fait, il ne s'intéresse pas vraiment à ce qui se passe là. Il a un regard comme ça. En réalité, il va répondre à un autre numéro, qui est en fait le numéro 21, qui regarde dans l'autre sens. Et en fait, ces deux personnages-là, ils ont un rôle, c'est-à-dire qu'ils ouvrent et ferment la scène. Leur regard ouvre et ferme la scène. Alors les puristes me diront, parce qu'ils ont bien écouté, que tout à l'heure je leur ai dit que les dimensions du tableau, c'était celles de 1715. Et ils se disent, bah oui, mais le tableau il a été fait en 1742, pourquoi il nous a donné les dimensions de 1715 ? Tout simplement parce que le tableau, il a déménagé, il a une vie comme souvent les grands tableaux, et qu'en 1715, le tableau qui était accroché donc, dans la salle des banquets des milices d'Amsterdam a été déplacé vers la mairie d'Amsterdam. Et là, on s'est rendu compte, pas de peau, il était trop grand. Et à l'époque, ils n'avaient pas beaucoup de respect pour l'œuvre de Rembrandt, donc ils ont sorti la scie et ils ont découpé le tableau. Donc il en manque un peu en bas, un petit peu plus en haut, un tout petit peu à droite et beaucoup à gauche. Là, il y a carrément 3 personnages qui ont dégagé. Voilà. C'est comme ça. Il n'y avait pas de place, il fallait que ça rentre. Ah ben, Rembrandt était mort, il était peinard. Mais disons qu'il... Voilà, et en plus, ils ont laissé le tableau se dégrader, etc. Le duc de je sais pas quoi ou de je sais pas quoi, vous rachetez un Rembrandt à l'époque pour une poignée de cacahuètes, hein, parce que Rembrandt, ces tableaux qui aujourd'hui sont célébrissimes, il y a quand même un tableau qui est resté à Amsterdam, tout simplement parce que quand ils l'ont
Il voulait s'en débarrasser. C'était la Ligue des drapiers d'Amsterdam. C'est un tableau qui est un chef-d'œuvre. Hein. Mais à un moment donné, il était un peu grand, c'était pas très gai comme sujet, c'était 6 gus autour d'une table en train de discuter le bout de gras. Ils se sont dit, on va s'en débarrasser. Puis il y en a un qui a dit, ouais, mais vous avez vu comment il est triste le tableau, on va même pas en retirer 3 sous. Alors on va le garder. Et c'est comme ça que ce tableau est devenu l'un des joyaux du Rijksmuseum aujourd'hui. Sinon, il l'aurait machin. Donc en fait, vous voyez, Rembrandt, il a une descendance assez curieuse, parce qu'il a fait des choses qui, de son temps, il a été à la fois considéré comme un grand peintre, mais souvent sur la base d'une, si on peut dire, d'un malentendu. Parce qu'il faisait des très beaux tableaux, notamment de ses proches. Et quand les gens voyaient les portraits qu'il faisait, ou ses autoportraits, ils étaient émerveillés. Et ils pensaient qu'il suffisait de payer Rembrandt pour qu'il fasse un... Voilà. Mais en fait, pas de peau, Rembrandt continuait à en faire qu'à sa tête, et il produisait des œuvres qui n'étaient pas... Parce que la Guilde des drapiers d'Amsterdam, c'est la même chose, il y a une commande, et il a continué à faire ce qu'il entendait. Voilà. Et à chaque fois, il y avait ça. Donc on en est bien conscient, on est sur les dimensions depuis 1715, en sachant qu'il y en a 2 qui ont dégagé. Ça m'arrange, hein, ça me fait 2 personnes de moins. Je vous en prie, rentrez. Voilà. Bonjour. Hélène, tu lui raconteras tout, hein. Je compte sur toi. Tu lui feras un résumé. Voilà. Donc, nous en sommes à ces personnages. Donc, il y a 1 et 21 qui, en fait, vont fermer le tableau. C'est-à-dire que ça va éviter que le regard... on n'a pas envie d'aller regarder par là, curieusement. De la même façon, là, on n'a pas envie. Il y a une autre paire de personnages extrêmement importants, qui sont le 20 et le 3. Eux, ils nous regardent. Ce sont les 2 seuls à nous regarder vraiment. Ce personnage et ce personnage-là. Et eux, ils ont une fonction d'entonnoir. C'est-à-dire qu'ils appellent le spectateur. Il y en a 2 qui vont nous cadrer et 2 qui vont nous appeler. C'est-à-dire qu'ils vont nous dire, d'une certaine façon, c'est là que ça se passe. Et une fois qu'on est cadré dans ce sens-là et aspiré dans ce sens-là, on regarde ce qui se passe à l'intérieur. Alors le deuxième, il fait, lui, à peu près semblant, c'est ce personnage-là, d'écouter ce que lui dit le 3. Je dis bien à chaque fois, ils font semblant. Ils écoutent, mais pas vraiment. C'est là où on se rend compte qu'il y a 21 gestes véritablement distincts. Vous avez le 4e, qui là, lui, il bloque, il a la même fonction que celui-là, mais il bloque ce niveau-là. Voilà. Il est derrière le porte-drapeau et il bloque ce niveau-là. Tout ça parce que le peintre a une très grande science de la composition et il sait qu'il ne faut pas laisser en fait, le regard du spectateur se barrer dans tous les sens. Le 5e, alors lui évidemment, il est en train de faire sa connerie devant tout le monde et donc il est bien mis en valeur, on voit bien ce qu'il fait, il est en train de faire une belle connerie. Donc il est détaillé, et il a cette importance-là, n'est-ce pas? Il est très occupé à recharger son arme tout en donnant l'impression de marcher. Il accomplit un geste dangereux, n'est-ce pas? Et donc, on sait quoi en penser. Nous avons en 6 la fillette, n'est-ce pas? Qui n'est pas une vraie fillette, hein, je l'appelle la fillette pour faire simple, en fait c'est un des invisibles de Rembrandt. Alors elle observe le tireur numéro 8, dont on voit finalement que le profil arrière. Et en plus, pour en revenir à l'histoire de l'égérie ou de la mascotte, en fait, elle ne semble pas tellement apprécier l'usage des armes, ce qui, pour la mascotte d'un régiment d'arquebusiers, est quand même un problème. Donc, c'est vraisemblablement pas une mascotte. Et donc, dans ce cas-là, elle a en outre donc, le poulet plumé, etc. Donc, voilà. Et elle a ce regard, en fait, sur cet acte-là, qui semble à la fois l'intriguer et un petit peu l'inquiéter. Voilà. C'est une figure comme ça, un petit peu... voilà. On a le 7e, qui est un sous-officier, qui est un porte-étendard, celui dont je vous ai parlé, qui est le symbole du dilettantisme, c'est-à-dire très sympathique, jolie moustache frisée, il regarde dans le vague, il regarde la pointe de son truc, et voilà. Et il a donc une autosatisfaction qui se traduit par un geste de néophyte. On a l'homme d'armes casquées, le numéro 8, alors qui est le seul dont on ne voit pas le visage, mais dont on voit bien, si on voulait, la cambrure, un geste assez technique, la jambe fléchie,
les épaules rentrées comme ça, puis on sent bien qu'il fait quelque chose qu'il croit important. Deuxième énorme erreur, n'est-ce pas? Nous avons le numéro 9, qui est un homme d'armes casqué, qui considère le groupe avec un recul serein. Son regard plane au-dessus de la troupe. C'est lui. En fait, il est dans une forme d'ataraxie, comme ça, avec son casque ridicule. Voilà. Vous avez le numéro 10. Alors ça, c'est un des premiers. C'est un petit morceau d'un autoportrait de Rembrandt qu'il a camouflé là. Voilà. Vous en avez deux dans le tableau, vous en avez un second, je crois, ici. Un tout petit regard comme ça. Il nous observe à distance, à 3 siècles de distance. Voilà. Vous avez donc, j'ai passé le 8, le 9, vous avez un homme d'armes chapeauté qui regarde en l'air et en arrière. Donc ça, c'était le numéro 10 dont je vous ai parlé. Vous avez le numéro 12, n'est-ce pas? Je n'ai pas parlé du 11, n'est-ce pas? Le 11, c'est un des personnages qui est en fait pas plus important que les autres. Il n'a qu'une vraie importance. C'est que lui et son collègue sont ceux qui vont déclencher la commande. Donc pas de capitaine ni de lieutenant, pas de tableau. Donc il faut bien qu'ils soient quelque part, tant qu'à faire. Ils ont vraisemblablement payé plus que les autres, ils sont au milieu. Voilà. Mais en fait, ce gars-là, il est quand même un petit peu dans une drôle de position, parce qu'il tient son bâton de commandement, c'est ça un bâton de commandement, un peu comme une canne. On est très loin, n'est-ce pas, vous avez une peinture célèbre, je ne sais plus si c'est de Géricault ou de Jérôme, où vous voyez Napoléon avec un bâton de commandement, mais il est, je veux dire, c'est quelque chose d'impérieux. Là, il s'en sert un peu comme une canne, et puis son geste de la main est assez mou. Donc c'est plus une invitation, voilà. Ça, c'est le 11, n'est-ce pas? Il est néanmoins le seul à avoir la bouche légèrement entrouverte. Voilà. Ça, c'est une chose, c'est le seul qui prend la parole. Voilà. Vous avez le 12e homme qui est cette espèce de bourgeois incroyable. Alors lui, il sort de chez lui. Hein. C'est absolument incroyable. Il a un chapeau de forme. Il a l'air d'être assez content, globalement. Alors il tient sa lance à peu près comme une canne à pêche. Vous voyez, il la tient à deux mains, comme ça, en arrière. Voilà, c'est un geste... en fait, il est l'incarnation de la bonne volonté. Voilà, il est content d'être là. Alors, vous avez le personnage numéro 13, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est le sous-officier, c'est un sous-officier, pardon, mais qui regarde avec une sorte de surprise contenue, à la limite un petit peu de colère, ce que le numéro 8 est en train de faire. Il est derrière lui, alors là, il se dit, quand on en est là, qu'est-ce qu'on peut faire de plus comme connerie? C'est à peu près le... Et donc, il regarde ce gars-là. Il se peut que j'interprète, hein, que je dise des bêtises, hein, j'en sais rien. En fait, j'étais pas là. Le lieutenant, c'est le numéro 14. Donc, lui, il est dans une position tout à fait étrange, puisque là encore, il écoute, puisqu'il a la bouche ouverte, mais il ne le regarde pas. Donc, c'est une écoute un petit peu... on ne sait pas. Et finalement, c'est le seul qui donne, grâce à sa hallebarde, la direction en fait, de la marche. Voilà. Et en fait, ce personnage-là est... bon. Alors, il y a un petit détail qui ne vous a pas échappé, c'est qu'il y avait une suspicion d'homosexualité entre les deux. Et si vous regardez, Rembrandt, il n'a pas été avec le dos de la cuillère, parce qu'il a projeté l'ombre de la main sur le sexe de son voisin. Ça a été un scandale absolu. Alors là, on a supposé que Rembrandt était vraiment un drôle de gaillard, ce qu'il était, je vous rassure. Et voilà. Et donc, nous avons ensuite un homme d'armes, le numéro 15, qui est casqué et armé. Alors, lui, il a une fonction visuelle, c'est qu'avec sa lance, il empêche le regard de fuir et de suivre le réseau des lances, et il ramène le regard du spectateur vers ce groupe-là qui finit le tableau. En fait, cette lance-là, elle n'est pas du tout là par hasard, elle est vraiment là. Vous la retirez, et d'un seul coup, vous sentez qu'il y a une fuite en fait, de l'énergie visuelle qui s'en va vers le haut. Et c'est pour ça qu'elle est là. Il est là, lui et sa lance en tout cas. Vous avez ensuite le numéro 16, qui est le troisième élément du manuel technique du parfait arquebusier. Je charge, je tire, je refroidis.
et vous avez une sorte de cycle parfait, si on peut dire, puisqu'ils font tous ça un peu n'importe comment. Vous avez le 17, qui est un homme d'armes chapeauté qui tient une lance en regardant la main du numéro 19, qui est ce personnage-là. Il regarde cette main-là, et je vais vous dire après pourquoi. Vous avez le 18, qui est un homme chapeauté, qui observe la scène comme un intrus, et en fait, l'intrus, c'est évidemment le peintre. Évidemment, c'est l'intrus par rapport à cette bonne société. Vous avez 19, un homme d'armes chapeauté, ici, qui, en fait, fait une sorte de geste un peu mou, comme ça. Mais si vous regardez bien, ce geste-là, paume en bas, s'oppose directement à ce geste-là, paume en l'air. Voilà. Et en fait, Rembrandt introduit de cette façon-là 2 types de commentaires. Vous avez ici un gars qui commente la scène visiblement. C'est un commentaire dont on peut se dire que, vu la façon dont les gars se parlent, c'est un commentaire qui est dit à mi-voix, il n'est pas forcément élogieux. Et là, c'est carrément un commentaire qui va plus loin, puisque le gars se détourne finalement de son capitaine, et en plus, il le désigne. Donc c'est un commentaire qui est presque... Là, on approche pas loin de l'insulte en réalité. Donc c'est une troupe qui est assez désorganisée. Vous avez donc le numéro 19, qui est celui qui fait ce geste-là. Vous avez 20, un tambourinaire qui a la fonction que je vous disais tout à l'heure, de nous aspirer. À noter que cet homme qui s'appelle Jacob Joritz est le seul qui n'a pas payé. Tout simplement parce que Rembrandt en avait besoin pour des questions visuelles et que... voilà, il avait besoin d'un tambourinaire, que les autres ne savaient pas jouer de tambour, et qu'il lui a dit, toi tu viens, tu vas faire le tambourinaire et tu ne payeras pas, et pourtant on verra ta figure. Et enfin, un homme casqué, qui donc répond au numéro 1, ferme visuellement l'espace, et écoute sans le regarder, toujours de la même façon, celui qui fait ce geste-là. Voilà les 21 personnages dont on va essayer, et auxquels on va faire essayer de faire correspondre vos personnes. Voilà. Et pour finir, ben, je vais passer en revue les actions et en fait les fonctions. Vous avez les entraîneurs, c'est eux. Ils sortent du tableau, ils viennent vers nous. Ces deux-là entraînent, c'est le numéro 11 et 14. Vous avez les manœuvriers. C'est donc 5, 8 et 16, qui sont ceux qui font charger l'arquebuse, tirer avec l'arquebuse, etc. Donc ils sont à peine en retrait, mais ils entourent physiquement les entraîneurs. Vous avez les représentants de la société civile. Si vous isolez ceux-là, vous auriez du mal à dire qu'ils appartiennent à la troupe des arquebusiers. C'est une brochette de Gus. Il n'y en a pas un qui a une tenue militaire convenable. C'est ces deux-là qui portent des casques de fantaisie. Lui, on a l'impression que c'est un personnage de Daumier, on dirait un huissier du 19e siècle. Et ce gars-là, il est une espèce de mousquetaire d'opérette qui tient son drapeau, voilà, en essayant qu'il ne lui rentre pas dans l'œil ou qu'il ne lui tombe pas sur les pieds. Ça, c'est les représentants de la société civile. Vous avez, voilà, parce que ça fonctionne quand même en couple, vous avez les ouvreurs dramatiques, qui sont le numéro 3 et le numéro 20, et non pas 30, comme vous verrez sur le petit document que je vous remettrai à la fin, évidemment c'est une erreur. Vous avez 2 commentateurs qui sont 2 et 3, ces deux-là, qui vont faire, que j'appelle commentateurs A, et qui font le pendant, évidemment, avec les commentateurs B, qui sont ces deux-là. Voilà. Vous avez l'intrusion, c'est le numéro 6, qui est notre invisible. Donc là, je vous donne quelques explications là-dessus. Et vous avez enfin une autre action, qui est l'action que nous allons avoir, vous et moi.